Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une petite introduction sur les réseaux informatiques. Bien sûr, en suivant le plan suivant. Donc d'abord l'utilisation des réseaux, leurs avantages, les types de réseaux, donc selon le mode de transmission, selon la couverture géographique, selon l'architecture du réseau, et ensuite les réseaux publics ou privés. Et enfin, nous verrons la topologie physique des réseaux LAN en particulier. Donc, commençons par une définition du mot. Le mot réseau désigne un ensemble d'objets ou d'éléments interconnectés les uns avec les autres. Le type ou le sens de ces objets diffère d'un domaine à un autre, c'est-à-dire selon le contexte. On peut par exemple euh, parler de réseau de transport, réseau téléphonique, réseau informatique. Le réseau informatique ou bien computer network est un ensemble d'ordinateurs ou d'autres périphériques informatiques dits terminaux, connectés les uns aux autres par des liaisons, c'est-à-dire des médias ou des supports de transmission. Ces terminaux, ces différents équipements échangent des informations sous forme de données numériques, c'est-à-dire des informations ou bien des valeurs binaires. En ce qui concerne l'utilisation des réseaux, les réseaux informatiques peuvent être utilisés dans plusieurs applications, notamment le partage des ressources. D'abord, c'est quoi une ressource? Une ressource est toute entité logique, c'est-à-dire software, ou physique, c'est-à-dire hardware, pouvant être utilisée pour accomplir certaines tâches. Détaillons par exemple les ressources logiques. Les ressources logiques sont généralement les données et les programmes. Donc, il est utile d'enregistrer les fichiers ou bien des données communs à plusieurs sur un disque partagé dans un poste de réseau. Cette manière permet d'avoir des données cohérentes et à jour. Il est quelquefois intéressant d'installer les programmes utilisés par tout le monde, c'est-à-dire tous les utilisateurs du réseau, sur un disque et la partager en version réseau plutôt que d'installer plusieurs programmes individuellement sur chaque poste. Donc le partage de ressources logiques concerne aussi le partage des contenus, c'est-à-dire je partage des photos, je partage des séquences vidéo dans les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est des ressources logiques. En ce qui concerne les ressources physiques, donc sont généralement des équipements matériels. Donc on peut partager une imprimante, un modem, un scanner. Donc leur partage consiste à les faire disponibles aux autres utilisateurs du réseau. C'est-à-dire la même imprimante peut être utilisée par tous les utilisateurs du réseau. Donc parmi les utilisations des réseaux, on trouve aussi l'échange des données et la communication entre personnes. Donc la circulation des données est plus rapide et plus sûre puisque l'on évite l'utilisation des disques amovibles. Donc, c'est-à-dire au lieu d'utiliser le flash disk ou bien le DVD pour partager ou bien pour communiquer des données entre les utilisateurs, on peut les partager via le réseau. Donc, par exemple, en utilisant le courrier électronique ou la discussion directe ou la téléconférence et même la téléphonie. Donc, une autre utilisation des réseaux informatiques, c'est accès à des services distants, comme le cas par exemple de commerce électronique. Donc, on peut payer des services ou des objets via Internet ou via le réseau en général. Donc, ces services sont offerts par une société ou par une organisation. Bien sûr, il y en a d'autres utilisations des réseaux. Donc là, on a cité seulement les plus
euh, les plus, euh, les plus importantes. Maintenant, on passe aux avantages des réseaux. Parmi plusieurs avantages des réseaux, on peut citer la diminution des coûts grâce au partage de données des applications et des périphériques. Donc, au lieu d'acheter, par exemple, une version de logiciel pour chaque poste, je peux acheter une version distribuée pour tout le personnel. La même chose pour l'imprimante. Au lieu d'acheter une imprimante pour chaque poste, j'achète une seule imprimante, je la partage via le réseau. Donc, accès aux données en temps utile, c'est-à-dire l'accès sera plus rapide et plus sûr que l'utilisation des médias tels que la clé USB ou bien les CD et DVD. Donc, la communication et l'organisation est plus efficace, c'est-à-dire ça facilite le travail d'équipe et la gestion des bases de données sera optimisée. Et cela donne une meilleure gestion de l'information. Et enfin, accroître la résistance aux pannes. Les réseaux d'ordinateurs peuvent être classés selon plusieurs critères. Donc, on peut les classer selon la taille des réseaux, le support de transmission, le type de relation entre les équipements, l'organisation physique, et ainsi de suite. Donc, selon le mode de transmission, on peut trouver les réseaux filaires. Donc, les équipements dans ces réseaux sont reliés par des câbles métalliques, conducteurs de l'électricité. Donc, il y a plusieurs catégories parmi lesquels on peut citer les paires torsadées et les câbles coaxiaux. Les réseaux à fibre optique, donc les équipements dans ces réseaux sont reliés par des supports de verre ou de plastique très fins, qu'on appelle les fibres optiques. Donc dans lesquels, c'est-à-dire dans ces fibres optiques, se propage la lumière portant des informations. Les fibres sont couvertes par une gaine optique garantit que le signal lumineux reste dans la fibre. Et enfin, les réseaux sans fil. Les équipements dans ces réseaux ne sont pas reliés par des supports matériels directs. Donc, les informations échangées entre les équipements sont portées par des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire radio, infrarouge, Bluetooth. Donc, actuellement, plusieurs technologies se basent sur les supports sans fil, notamment Bluetooth, Wi-Fi, GSM, infrarouge. On distingue deux types de réseaux sans fil. Donc, réseaux sans fil ad hoc, c'est-à-dire sans infrastructure, et les réseaux sans fil avec infrastructure. Donc, bien sûr, dans la pratique, on trouve les réseaux hybrides, c'est-à-dire un mélange contenant les trois types de réseaux. En ce qui concerne les types de réseaux selon la couverture géographique, on peut citer les réseaux PAN, qui est Personal Area Network, ou réseau personnel. Donc, c'est un petit réseau composé des équipements d'une seule personne, comme micro-ordinateur, imprimante, smartphone, télévision, etc. Donc, la taille ou bien la distance dans ce réseau ne dépasse pas les 100 mètres. En ce qui concerne le réseau LAN pour Local Area Network ou réseau local, donc il s'agit d'un réseau reliant un ensemble d'ordinateurs pour atteindre jusqu'à 100 voire 1000 utilisateurs, appartenant à une même organisation dans une petite aire géographique, donc c'est-à-dire la distance de câblage est de quelques centaines de mètres. Le réseau MAN ou bien Metropolitan Area Network ou bien le réseau métropolitain. Donc ça correspond à une interconnexion de quelques bâtiments se trouvant dans une ville, bien un campus. Donc ils interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches, au maximum quelques dizaines de kilomètres. Ainsi un MAN permet à deux nœuds distants de communiquer comme s'ils faisaient partie
d'un même réseau local. Le Wide Area Network, ou bien le réseau étendu, donc destiné à transporter des données à l'échelle d'un pays. Ces réseaux peuvent être terrestres ou satellitaires. Donc le réseau WAN le plus connu est le réseau Internet. On peut classer aussi les réseaux selon leur architecture. Donc on trouve notamment on distingue généralement deux types de réseaux bien distants qui sont le client ou bien l'architecture client-serveur. Donc qui est un réseau qui contient des ordinateurs clients et un ordinateur serveur qui leur fournit des services. Donc le serveur peut fournir des services qui sont des programmes s'exécutant dans le serveur et fournissent des données telles que l'heure, des fichiers, une connexion Internet ou le partage de certaines ressources. Donc le serveur généralement est relativement puissant et peut avoir une capacité particulière en termes de stockage et de traitement. Il doit aussi être doté de certains logiciels pour le traitement des requêtes des clients. Donc les autres machines, c'est-à-dire les machines clientes, peuvent utiliser sans limitation leurs ressources propres, c'est-à-dire les ressources locales, comme n'importe quel poste de travail individuel. Et les ressources, ils peuvent également utiliser les ressources de serveur, c'est-à-dire les ressources dites distantes, ou des ressources réseau qui leur auront été autorisées. Donc, dans cette architecture, il y a une machine spéciale appelée serveur, qui est plus performante que les autres machines, et les clients peuvent utiliser leur propre machine comme ils peuvent utiliser les ressources du serveur. Donc cette architecture a ses avantages, parmi lesquels on peut citer donc les ressources sont centralisées, donc on peut sécuriser le serveur et ce réseau est on a un autre avantage qui est l'évolution, c'est-à-dire on peut toujours ajouter des machines clientes. Maintenant, parmi les inconvénients, pardon, on peut citer la panne du serveur paralyse tout le réseau. Donc, le coût élevé, surtout pour le serveur. Et ça nécessite un expert pour l'administration. Contrairement au réseau client-serveur, dans un réseau poste-à-poste ou bien peer-to-peer, il n'y a pas de serveur dédié. Donc, ainsi, chaque ordinateur dans un tel réseau est un peu serveur et un peu client. Cela signifie que chacun des ordinateurs du réseau est libre de partager ses ressources. Un ordinateur relié à une imprimante pourra donc éventuellement la partager afin que tous les autres ordinateurs puissent y accéder via le réseau. Donc, parmi les avantages de cette architecture, donc la mise en œuvre est simple. Le coût est réduit du moment qu'on n'a pas une machine performante appelée serveur. La panne d'un poste n'affecte pas tout le réseau. C'est-à-dire le réseau reste en marche même si un client ou bien un poste sera défaillant. Parmi les inconvénients, donc c'est un système non centralisé et la sécurité est difficile à assurer. Donc les réseaux sont aussi classés selon leur type, c'est-à-dire public ou privé. Donc les réseaux privés sont des réseaux à propriétaire physique ou moral unique, conçus pour une personne, une organisation ou une entreprise quelconque. Donc les PAN et les LAN, Personal Area Network et Local Area Network, sont généralement des réseaux privés. Ces réseaux sont internes à cette organisation et les liaisons entre machines sont souvent privées. En ce qui concerne les réseaux publics, ce sont des réseaux qui sont généralement ouverts, c'est-à-dire tout le monde peut y accéder, tel que Internet. Donc,
c'est un réseau mondial qui peut relier n'importe quel ordinateur et même d'autres réseaux. Le réseau Internet peut utiliser les réseaux téléphoniques, fixes ou cellulaires, comme infrastructure de transmission de données. Passons maintenant à la topologie physique des réseaux LAN. Donc, c'est quoi une topologie physique? C'est-à-dire l'organisation physique. Donc, elle concerne la façon dont les machines sont connectées. Donc, il y a par exemple la topologie bus, on a non, l'étoile, topologie maille, arborescence. Là, on va détailler seulement les plus utilisés. C'est les trois, c'est-à-dire bus, anneau et étoile. Donc, commençons par la topologie en bus. Le bus, c'est un segment central où circulent les informations. Donc, il s'étend sur toute la longueur du réseau et les machines viennent s'y accrocher. Donc, lorsqu'une station émet des données, celles-ci circulent sur toute la longueur du bus et la station destinatrice peut les récupérer. Une seule station peut émettre à la fois. Chaque extrémité du bus est terminée par un bouchon. Donc là, c'est un bouchon. En ce qui concerne les avantages de cette topologie, donc le premier avantage est le coût. Donc elle présente l'un des coûts de mise en réseau le plus bas. Le premier ou le deuxième avantage, c'est la mise en œuvre, elle est simple. La technologie simple et fiable. Donc il est facile de prévoir l'extension du réseau. Un autre avantage, c'est qu'une panne ou un ordinateur en panne ne met pas le réseau hors service. Donc seulement cette station qui sera affectée. Parmi les inconvénients, la coupure du câble met le réseau hors service. La localisation des problèmes est difficile. Cette topologie est dite passive. Pourquoi? Parce que les stations ne réinjectent pas le message régénéré. Si cette station n'est pas la destinatrice. Concerne la topologie en étoile, donc c'est la topologie la plus courante aujourd'hui. Donc toutes les stations sont reliées à un unique élément, le commutateur ou bien le concentrateur. Donc le concentrateur, c'est le hub. Donc c'est quoi? Donc c'est-à-dire la différence entre un hub ou bien un switch. Donc le hub reçoit le signal d'une machine, il va le régénérer et le retransmettre à toutes les machines. Par contre, un switch, donc c'est un hub ou bien concentrateur intelligent. Donc il va recevoir le signal ou bien le message d'une machine, il va régénérer le signal et l'envoyer directement à la machine destinatrice. Donc on dit que le commutateur ou bien le switch est un hub ou concentrateur intelligent. Donc c'est cet élément central ou bien le composant central qui est le hub ou bien le switch qui assure la communication entre les différents ordinateurs. Donc cette topologie a ses propres avantages, parmi lesquels l'ajout de stations est facile, surtout si le concentrateur dispose de ports encore libres. Donc un ordinateur ou une broche hors service ne mettent pas tout le réseau hors service. Facilité de dépannage, c'est-à-dire il y a des LED affichent l'état et le trafic sur la ligne. Donc la localisation facile des pannes.
Donc le signal peut être amplifié, donc c'est-à-dire le up ou bien le switch régénère le signal. Cette topologie a également ses inconvénients, parmi lesquels on peut citer chaque station doit être reliée au concentrateur. Donc on aura besoin de beaucoup de câbles. Si le concentrateur ou bien le up ou bien le switch est hors service, tout le réseau est hors service. Donc c'est une architecture centrale. Passons maintenant à la topologie au nano. Donc un nano c'est quoi? L'anneau au ring. Donc c'est un bus fermé. Chaque station est reliée à cet anneau. L'accès des stations au réseau est géré par le passage d'un relais appelé jeton. L'ordinateur qui possède le jeton peut soit émettre, soit passer le jeton à la station suivante. Donc, chaque station est traitée équitablement. Donc, c'est-à-dire chaque ordinateur émet ses données à chacun son tour, c'est-à-dire au tour de rôle. Donc, cette topologie est dite active, c'est-à-dire chaque station réinjecte le signal sur l'anneau en le régénérant. Donc, les performances sont stables sur le réseau. Donc, le principe du jeton fait qu'il n'y a qu'un seul message, pas de collision. Donc, le jeton circule régulièrement sur l'anneau. Donc, chaque station est traitée équitablement. Donc, c'est-à-dire l'envoi de messages sera à tour de rôle. En ce qui concerne les inconvénients, donc une panne de station coupe l'anneau, donc affecte tout le réseau. Problème difficile à isoler, donc l'intervention affecte l'anneau, donc le réseau. De même, la modification du réseau, extension par exemple, affecte plus ou moins longtemps le réseau. C'est-à-dire il est difficile d'insérer une nouvelle station. Les topologies hybrides. Donc les topologies hybrides, c'est quoi? C'est la combinaison de plusieurs topologies euh, suscitées. Par exemple, dans cette image, on trouve qu'on a une étoile hybridée avec un anneau, avec un bus. Donc, cette topologie est proposée justement pour combler les lacunes des premières topologies utilisées individuellement. Et là, on va assurer la fiabilité. Donc, les topologies hybrides sont fiables car elles ont une tolérance aux pannes plus élevée. Elles sont facilement étendues pour ajouter de nouveaux systèmes et de nouveaux nœuds. Les topologies hybrides sont également capables d'exploiter les forces des autres topologies et d'ignorer leurs faiblesses. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via Google Classroom ou en présentiel après Ramadan, Inch'Allah. Sahar Mdalkom.